université d'été des mouvements sociaux et des solidarités, quoi. Radio comment? Une émission en direct sur la Clé des Ondes tous les soirs de 19h à 20h. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Comme on vient de vous le dire, c'est Radio Commune tous les jours durant cette université d'été des mouvements sociaux et des solidarités. Donc nous sommes à ce 3e jour et c'est l'heure de vous présenter rapidement le sommaire avec tous nos invités. Donc au sommaire, un petit écho spot température, on appelle ça comme ça, des gens rencontrés durant la journée. Après, un sujet sur les soulèvements associatifs qui va être annoncé et commenté par Didier. Ensuite, un sujet sur la Kanaki qui va vous être présenté par notre ami Elliot. Puis un sujet annoncé et présenté par Gérard avec 4 personnes en matière d'exil et de politique répressive, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour finir, une interview de Pauline de Politis sur les centres de rétention pour lesquels elle avait animé un atelier. Donc je rappelle que Radio Commune, c'est notre radio éphémère avec la Clé des Ondes, avec Alters Média, les amis de Politis, Le Moment, Mob, et avec le soutien du CRID et de Politis. Donc vous êtes soit en direct sur la Clé des Ondes 90.10, soit en podcast évidemment sur la Clé et sur le média Le Moment. Donc ces échos donc, de notre journée. Moi je réponds au nom de Ngarasal Sam Jacques, coordinateur national de mouvement Tournons la page Tchad, et je coordonne une organisation au niveau local qui s'appelle Organisation Tchadienne Anticorruption, en abrégé OTAC. Et on a trouvé cette rencontre des acteurs sociaux, une rencontre de donner et de recevoir. Et il y a plein des actions menées par les uns et les autres, et ces actions, en un seul mot, ce sont des actions qui se recoupent d'un pays à un autre. Alors il y a un certain nombre de valeurs et de luttes communes qui seraient importants pour chacun de nous de pouvoir aussi l'interner dans le cadre des actions que nous menons au niveau local sur des questions de dettes inutiles et comment faire pour que ces dettes-là soient des dettes annulées et carrément que cela soit mis dans l'oubliette et qu'on se focalise véritablement sur des questions de développement. Et autre intérêt à cette rencontre est que les altermondialistes qui sont ici doivent se mobiliser aussi pour le forum social qui se déroulera d'ici quelques mois à Cotonou au Bénin pour qu'il y ait une mobilisation au niveau de la base, parce qu'on a vu qu'au niveau politique, les politiques, que ce soit au niveau international, tout comme au niveau national de nos pays, s'en foutent de toutes les questions qui sont liées à la vie des communautés, mais ils s'orientent beaucoup plus sur des questions des minéraux, sur des questions des ressources naturelles pour remettre en cause la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés. Alors nous voyons que c'était une rencontre d'échanges interculturels très intéressante sur lesquels on se focalise vers la fin et on dit chapeau à ça. Moi j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes de beaucoup de mouvements que je ne connaissais pas, notamment des personnes au niveau local puisque je ne suis pas du tout de la région de Bordeaux. Donc j'ai pu rencontrer aussi des nouvelles initiatives dont j'avais aucune idée, notamment la GEM et la monnaie locale qui sont des trucs dont j'avais jamais entendu parler. Sinon la plénière sur le droit des peuples et l'autodétermination des peuples que j'ai trouvé aussi hyper réussie et hyper intéressante, et je trouve ça hyper important qu'il y ait de la représentation internationale à ce genre d'événement, même si je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez, mais en tout cas voilà, je suis très contente de ce festival. Tu as appris des choses là dans ces cadres-là ? Dans le cadre de la plénière sur le droit des peuples, ouais, j'ai pu apprendre les conditions des personnes kanak sur lesquelles je trouve qu'on n'a pas assez d'infos, ou en tout cas pas de manière assez militante. Et donc c'est aussi voir une nouvelle version de l'histoire et de ce qui se passe en Kanaki. Donc ouais, là-dessus j'ai beaucoup appris. Et des rencontres ? Au niveau des rencontres, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui je me suis bien entendue en fin de journée, parce que la journée je suis court partout donc j'ai pas le temps. Mais en fin de journée, ouais, c'est sûr qu'on a rencontré plein de personnes trop chouettes, de plein de collectifs, surtout des jeunes, parce que moi je suis jeune donc je traînais avec les jeunes.
Mais du coup, j'ai pu prendre des contacts aussi si je reviens un jour dans le coin pour pouvoir militer aussi ailleurs. Donc c'est chouette. Ça te donne envie de faire des choses, tout ça? Ouais, après je fais déjà pas mal de choses, du coup je sais pas si j'ai le temps de faire plus, mais ouais, pour après, ça peut vraiment m'aider à faire des trucs ailleurs, quoi. Comment tu t'appelles? Moi c'est Anna. Merci beaucoup, Anna. Merci à vous. Je vois que les gens ici sont sympas, je rencontre de belles personnes et puis pour moi c'est l'essentiel de la vie, c'est la rencontre humaine parce qu'on ne peut pas évoluer dans ce monde, être bien, avoir la paix sans autant avoir de bonnes relations avec les personnes. Et moi je représente un ONG là, qui est au Sénégal, qui lutte contre l'exode rural, les jeunes qui prennent les bateaux, tout ça. Et donc voilà, on a créé 1525 emplois sur l'artisanat, sur la teinture, sur la transformation alimentaire, sur l'agroécologique, culture bio, sans produits chimiques. Et donc hier j'étais allé aussi assister un thème sur l'alimentation, souveraineté alimentaire. Et j'ai recueilli beaucoup d'informations. Ça me booste pour que ce que je fais, je dois redoubler d'efforts, en fait, quoi, d'être constant. Parce que des fois, le monde, avec la visualité, ce que je vois, des fois, ça me conduit dans des zones où je ne comprends pas. Mais avec ces rencontres, ça me montre que voilà, là où je suis, c'est une belle position, quoi. Si je ne suis pas dans mon coin, je sors, je vois d'autres mentalités, d'autres personnes, d'autres cultures. Et je le mélange avec ma culture, je vais voler. Tout ce qui est positif, quoi. Tout ce qui est positif, voilà. Tu le prends parce que c'est l'être humain qui doit regarder intérieurement qu'est-ce qui est commode et qu'est-ce qu'il a besoin réellement dans la vie pour pouvoir s'épanouir. Et chaque personne est utile dans la vie. Chaque personne est utile. Maintenant, c'est à toi de discerner et de prendre ce que tu as besoin sur cette personne. Parce que chaque personne que tu connais pas, il a quelque chose à te donner et tu as quelque chose à apprendre sur lui. Je m'appelle Moussa. Merci Moussa. Merci. Eh bien, merci Moussa. Et puis, comme annoncé, la suite donc, de cette émission Radio Commune que nous faisons tous les jours de 19h à 20h avec maintenant le sujet sur les soulèvements associatifs. Et je vais passer la parole à Didier et ses invités donc, pour nous parler des soulèvements associatifs. À toi Didier. Exactement. Et nous sommes dans une université des mouvements sociaux et des solidarités. C'est-à-dire qu'il est assez naturel de parler dans cette université, à la radio, de ces mouvements sociaux, de ce qu'ils font et de l'action finalement sociale et politique qu'ils développent. Alors j'ai avec moi plusieurs représentants de ces mouvements. Le premier, donc, la première, je vais commencer par Patricia Koller, qui dirige l'UFISC, est déléguée générale de l'UFISC, et qui est aussi impliquée dans le mouvement pour l'économie sociale et solidaire. Voilà. Mon deuxième invité, Jean-Baptiste Jobard, est le délégué général du collectif pour des associations citoyennes et qui est un collectif tout à fait impliquant un très grand nombre d'associations. Il le développera peut-être un peu. J'ai aussi avec moi Robert Spezzichino, donc qui est lui membre de l'archipel des Confluences et chacun de ces membres-là font partie d'un réseau beaucoup plus large qu'on appelle le mouvement Humus, qui cherche aussi à organiser cette action, je dirais action politique collective. Voilà. Et donc pour aborder ça, je vais vous poser 3 ou 4 questions principales. Peut-être la première, le rôle social ou le rôle dans l'écologie et dans la démocratie des mouvements associatifs, des mouvements sociaux, est quelque chose qui est important mais peut-être pas suffisamment connu, compris. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, en fait, d'abord, je pense que c'est un rôle qui se décline historiquement et au présent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de progrès sociaux qui sont issus de luttes sociales qui ont nécessité de s'organiser et de s'associer, y compris sous forme associative, même si l'ensemble de ces luttes et de ces initiatives citoyennes n'est pas forcément sous la forme d'une structure loi de 1901. En tout cas, l'organisation passe quand même par cet exercice de la citoyenneté collective. Et je pense que c'est un excellent moyen pour rompre une logique inverse qui est une sorte de logique de la résignation et de l'impuissance, qui est une logique qui nous gouverne, et reprendre du pouvoir sur nos vies, y compris sur des enjeux très très concrets, l'énergie, l'alimentation, les transports, la culture, etc. C'est absolument vital pour pouvoir, tu parlais de rôle politique, pour pouvoir nous mêler de ce qui nous regarde, c'est-à-dire faire de la politique. Absolument, absolument. Et sans mouvement social, pas de démocratie, je crois, ou de démocratie réelle en tous les cas. Et Patricia, est-ce que tu peux nous aussi, toi aussi, nous dire un petit peu comment tu vois ce rôle du mouvement associatif et des mouvements sociaux en général ? Alors en effet, comme le dit Jean-Baptiste, aujourd'hui on a des millions en fait d'initiatives, de personnes qui sont mobilisées dans des initiatives citoyennes sur tous les territoires. Elles sont souvent invisibilisées alors qu'elles font un travail remarquable et pertinent à la fois de lutte, mais aussi de construction de ces droits, de construction de ces activités, de ces démarches, voire de politiques publiques, puisqu'elles sont en capacité de négociation aussi avec les collectivités territoriales. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi des offensives, des attaques directes qui sont portées contre ces initiatives, alors que elles sont, et c'est en ça que ça fait démocratie, elles sont une capacité, en fait, des personnes de pouvoir se réunir de façon libre et égale, en dignité, on en parlait cet après-midi, de se reconnaître et de travailler ensemble pour défendre ces droits, pour défendre cet exercice d'une capacité, on l'entendait juste auparavant, d'une des personnes qui a témoigné que chaque personne est utile, est en capacité d'apporter et de contribuer à la vie collective. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, de se rassembler pour pouvoir défendre ses droits. Exactement. Exactement. Et on est dans une situation tout à fait particulière actuellement, qui est justement une forte régression et une attaque assez massive sur ces différents droits qui nous touchent tous. Et à travers ces mouvements sociaux, c'est chacun d'entre nous qui le sommes. Est-ce que, Jean-Baptiste ou Patricia, vous qui avez organisé un élément de défense quelque part par rapport à ces attaques, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soulèvement associatif ? Peut-être Jean-Baptiste. Oui, effectivement, c'est une mobilisation qui a pris cette appellation de soulèvement associatif, évidemment en référence au soulèvement de la Terre, à la fois pour souligner la gravité de la situation à laquelle on fait face, et qui se manifeste par une régression, on en a un tout petit peu parlé, mais quand même sans précédent des libertés associatives, et une répression, puisqu'on peut utiliser ce mot-là de manière décomplexée, puisqu'on documente la situation des libertés associatives, mais aussi un processus qui s'inscrit dans le temps long de diminution des marges de manœuvre des associations, notamment sur le plan budgétaire. Et le déclencheur de ces soulèvements associatifs, ça a été le coup de massue des budgets 2025 et là de ce qui est annoncé sur les budgets 2026. On parle de 90 milliards d'euros de diminution de la dépense publique et on sait très bien que ça va toucher très vite, très fort le monde associatif et donc on ne peut pas se contenter d'une réaction, j'allais dire, comme d'habitude. D'où cette recherche de radicalité avec les mouvements, avec les soulèvements associatifs, avec aussi ce qui nous plaisait beaucoup dans cette référence aux soulèvements associatifs, qui était de voir comment est-ce que les soulèvements associatifs, à l'instar des soulèvements de la Terre, peuvent être utiles pour désarmer ce qui nous tue. Parce qu'on n'oublie pas que les soulèvements de la Terre, c'est d'abord une logique de désarmement contre un certain nombre d'armes de destruction du vivant. Voilà. Tout à fait. Et on parlera tout à l'heure, bien sûr, des perspectives, mais Patricia, dans le domaine culturel que tu connais, enfin que tu animes, peux-tu nous dire un peu où on en est ?
Je pense qu'en effet, c'est un peu un témoignage du pourquoi on sait, nous en tant que fédération dans le champ culturel, qui rassemblons quelques milliers de structures associatives, coopératives, d'économie solidaire dans le champ culturel, on s'est mobilisé dans ce soulèvement associatif qui est un soulèvement, je dirais, associationniste, au sens où c'est les soulèvements des collectifs qui nous intéressent, de ces collectifs citoyens. Et comme l'exprimait bien Jean-Baptiste, on est vraiment à la croisée à la fois d'un phénomène austéritaire extrêmement fort qui nous est imposé. Nous, on a déjà eu 200 millions d'euros en 2024, 200 millions d'euros qui nous est annoncé en 2026 de moins, par exemple, sur les budgets culturels, l'audiovisuel public qui est attaqué. Dans les collectivités territoriales, on a eu des baisses massives également de financement sur les structures culturelles. On a vu notamment les décisions en Pays de la Loire avec la présidente de région, Christelle Morancet, qui a attaqué très fortement le secteur associatif, mais qui ne l'a pas attaqué seulement sur la question de l'économie et le besoin de réduire les budgets du fait de la demande du gouvernement, mais qui a assumé véritablement une vision idéologique de coupe sur des initiatives de la société civile, des initiatives non lucratives, des initiatives citoyennes touchant en effet très fortement le champ culturel, mais aussi le planning familial, mais aussi les jeunesses et le champ associatif, l'éducation populaire de manière plus générale. Donc on a ces éléments-là qui se croisent évidemment avec la question des libertés et la montée évidemment de l'extrême droite et d'une pensée réactionnaire très forte. Aujourd'hui, on a besoin de se mettre ensemble, de penser de manière intersectorielle, et cette université en est évidemment le témoignage et est un des espaces dans le processus de construction collective que nous essayons d'avoir, de se mettre ensemble parce que les fils rouges sont les mêmes. On a besoin de s'outiller, on a besoin de s'informer, on a besoin de créer des espaces de résistance au niveau national, mais au niveau territorial également, dans le contexte. Et ce qui est aujourd'hui, je pense, intéressant avec les soulèvements associatifs, c'est véritablement de réussir à mener la bataille culturelle, c'est-à-dire à aussi déconstruire les arguments qui nous sont renvoyés, que ce soit du côté de l'austérité, puisqu'on a bien vu le rapport qui rappelait les 200 milliards qui sont octroyés en termes d'aide aux entreprises, et en même temps de sortir de cette volonté de marchandisation des associations et des initiatives citoyennes pour les renvoyer au domaine du marché, au domaine du capitalisme, et de détruire en fait la capacité, la participation capacitaire des personnes et de leur capacité à construire l'intérêt général sur les territoires. En forme une attaque assez, en même temps aussi une attaque sur la démocratie, hein, et contre ce qu'on appelle le principe même de l'idéologie, enfin des principes du wokisme, enfin qui sont décriés. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les formes comprises un petit peu qu'a pris ce soulèvement? Et quelles perspectives, alors bien sûr en résumé un petit peu, mais quelles seraient les perspectives? Et là, je crois que vous avez une idée très intéressante sur... tu vas le développer, Jean-Baptiste. Oui, la forme inaugurale que ça a pris, c'est soulèvement associatif, c'était de construire une mobilisation sur une date symbolique qui était tout simplement le 1er juillet dernier, puisque c'était l'anniversaire de la loi qui consacre la liberté d'association, la loi du 1er juillet 1901. Et donc là, du coup, on a construit ça avec des dizaines en fait de mobilisations qui ont pris des formes extrêmement différentes partout en France pour alerter sur la situation. Et en fait, le principe, c'était pas simplement d'alerter sur les difficultés des associations, mais surtout de souligner tout ce dont on se privait en diminuant les capacités d'action des associations. C'est-à-dire toutes les solutions politiques qui sont portées par les citoyens eux-mêmes. C'est ça, en fait, le fond du problème. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant de la suite de ces soulèvements associatifs? Et donc, on a décidé de rentrer dans une séquence qui est un peu plus sur le temps long et qui va nous conduire sur une année entière, en fait, jusqu'au 1er juillet prochain, finalement, qui sera les 125 ans de la loi de 1901. Sur un an, on va essayer de créer un dispositif d'expression des premiers concepts
concernés, c'est-à-dire des acteurs associatifs, pour qu'ils puissent témoigner eux-mêmes à la fois des problèmes rencontrés, mais surtout des solutions envisagées, et de construire à la fois par la base, c'est-à-dire ce mouvement social, mais aussi, j'allais dire, par le haut, c'est-à-dire par l'institution, en l'occurrence par l'Assemblée nationale, des alternatives, en l'occurrence avec un atelier des lois qui va essayer d'inventer ce que serait le cadre idéal pour développer l'énergie associative en France. Voilà, donc on est sur ces deux approches différentes, avec des débouchés politiques, on espère, mais ça, on va peut-être en parler avec Robert. Exactement. On est effectivement là un petit peu au cœur de cette réflexion. Comment peut-on transformer justement transformer les attentes politiques qui existent au niveau de la population en démarche politique? D'abord, je crois que les propos qui viennent d'être tenus par mes camarades illustrent bien le rôle politique qu'ont les associations. Et le fait de s'en remettre simplement à une relation avec le politique qui ne repose que sur le souhait, le plaidoyer et tout, est largement insuffisant. Récemment, il y a eu 2 déclics importants qui se sont manifestés et qui ont fait que beaucoup de mouvements ont pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Le premier déclic s'est produit lors de différents événements qui ont eu lieu il y a 2-3 ans à propos du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique touche de plus en plus la vie de chacun. On a bien vu que les solutions qui étaient déjà engagées sont largement insuffisantes, et donc il faut faire autrement, il faut aller plus loin. Et là, l'ensemble de la sphère politique au niveau des institutions politiques s'est montré insuffisamment préparé pour répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. Et là, on a bien vu que la plupart des réponses au quotidien étaient du côté du monde associatif. Tout à fait. Et ça a été le premier déclic. Le deuxième déclic a été encore plus politique. C'est lors des élections législatives où il y avait un danger d'extrême droite extrêmement pressant. Et là, ce sont les citoyens sur les territoires, de manière spontanée, avec toute leur diversité, qui se sont manifestés et qui ont fait en sorte que l'extrême droite n'a pas pu arriver au pouvoir. Voilà les 2 exemples déclics. Alors maintenant, il faut aller plus loin, et c'est ce que nous essayons de faire avec toute une série de mouvements citoyens. Nous engageons ce que nous avons appelé le passage de la société civile à la société civique, c'est-à-dire la société engagée pour le bien commun, engagée pour l'intérêt général, et qui entend avoir un rôle politique en elle-même. Et c'est ça qui est en route et que j'espère nous allons réussir. Donc, quelque part, il nous reste presque 2 minutes, mais peut-on, dans ces 2 minutes, expliciter un tout petit peu finalement, comment peut-on rendre politique ces attentes, ces besoins finalement des populations? Est-ce que ce ne serait pas en exprimant nous-mêmes, à travers les associations que nous sommes, à travers les acteurs que nous sommes, des objectifs politiques qui correspondraient vraiment aux attentes que l'on sent? Pouvez-vous, en vraiment quelques secondes, nous dire quelques mots là, Jean-Baptiste? Je pense que la clé, alors je sais qu'avec toi Didier je prêche inconvaincu, c'est de donner la parole aux premiers concernés. Et en fait, quand je dis donner la parole aux premiers concernés, c'est pas donner la parole à ceux qui travaillent dans les associations, c'est surtout à ceux dont l'action associative bénéficie.
Et je pense que la clé, elle est vraiment là. Elle est comment est-ce qu'on se rend compte que, à travers les usagers de nos associations en France, on a un levier qui est un énorme levier citoyen, puisqu'en fait, la société s'effondre sans l'action des associations. Simplement, il y a un déficit de conscientisation de cette dimension en fait chez les citoyens, et je pense qu'une des clés, elle est là, et une des solutions, c'est de donner la parole aux citoyens directement, dans la perspective où ils puissent mettre au jour l'importance des associations dans leur vie en fait. Je pense que voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier vivement de cette expression et repasser la parole donc à Radio Commune. Bien, merci Didier, merci à vos invités. Bien, vous êtes toujours sur Radio Commune et on vous offre un petit intermède musical. C'est le collectif Trivial Poursuite et Si on allait à la campagne. Tu fais quoi le 10 septembre, toi? Oh, je sais pas. Ouais, moi non plus. Si contrairement au Sénat, tu veux rien rater de l'actualité des mouvements sociaux, écoute Radio Commune. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Commune, bien entendu, et après, on va passer sur ce sujet. C'est la Kanaki qui va nous être présentée par notre copain Elliot. Elliot, à toi. Et merci, bonsoir. Ce soir, on va laisser plutôt la parole à Brenda Wanobo Ipeze, qui était un des visages de la lutte indépendantiste kanak. Donc les Kanaks, ce peuple autochtone calédonien, colonisé par la France en 1853, à quelques 17 000 km quand même de la métropole. Et on en entend beaucoup parler en ce moment, d'abord l'année dernière, lors des révoltes là-bas, contre une obscure réforme électorale, et depuis quelques mois avec la négociation d'un accord encore plus opaque sur l'indépendance du territoire. Brenda Wanobo Ipeze fait partie du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS pour faire plus simple, la coalition indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Emprisonnée lors des révoltes de mai 2024, exilée depuis en métropole, elle doit aujourd'hui défendre l'indépendance de son pays, la Kanaki, depuis Montpellier. Et elle dénonce à notre micro et tout au long de l'UMSS, qui nous accueille aujourd'hui, la colonisation toujours très actuelle de son pays.
Donc, il faut savoir que la Kanaki, c'est 162 ans de colonisation française. Donc aujourd'hui, la colonisation elle est bien présente sur le territoire calédonien. L'accord de Matignon, ça a été l'accord de rééquilibrage, l'accord que certains appellent l'accord de paix. Et en 1998 a été signé l'accord de Nouméa. C'est l'accord qu'on appelle l'accord de décolonisation. Cet accord-là a la vocation d'accompagner la Nouvelle-Calédonie dans la totale émancipation. Enfin, c'est ce qui avait été signé. Donc aujourd'hui, on est normalement au bout de l'accord de Nouméa. Mais malheureusement, la suite aujourd'hui n'est pas celle qui avait été commandée ou actée au départ. Le 12 juillet, Manuel Valls avait réuni pendant 10 jours l'ensemble des partenaires calédoniens pour justement pouvoir travailler sur un accord. Aujourd'hui, cet accord pour le FLNKS, on le rejette formellement, puisque cet accord ne va pas dans le sens de la suite de l'accord de Nouméa qui doit nous amener à l'émancipation, à l'indépendance de notre pays. Et en quoi cet accord il est problématique justement? Vous disiez ce matin que l'État voulait à nouveau réformer le corps électoral pour y inclure les nouveaux arrivants. L'État français ne tient pas en compte de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire en 2024. Pour les personnes qui se souviennent du 13 mai 2024 en Kanaki, avec le soulèvement populaire, avec les événements qui se sont produits, donc plus d'une vingtaine de mobilisations pacifiques dans l'ensemble du pays, pour dire non à un projet de loi constitutionnelle que voulait nous imposer le gouvernement Macron. Ça a fait quand même 14 morts pour une population kanak de 120 000 habitants. Et aujourd'hui, avec le projet d'accord de Bougival, ils veulent ouvrir le corps électoral. Donc ils restent figés, ils restent bloqués sur la question de l'ouverture du corps électoral. Et, un autre point également, l'accord de Bougival veut augmenter le nombre de sièges de la province sud qui est aujourd'hui toujours entre les mains des non-indépendantistes, donc ceux qui veulent le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, au détriment du nombre de sièges pour les indépendantistes, ce qui va remettre en cause justement l'équilibre politique. Si cet accord de Bougival passe en février 2026, ça voudrait dire que les indépendantistes ne pourront plus avoir la majorité dans ces institutions. Il faut savoir que les Kanaks sont minoritaires sur leur propre terre et du coup tous ces enjeux électoraux et ces sièges dont vous parlez, c'est une manière aussi de chercher à rendre encore plus faibles les voix kanak. Oui, tout à fait. Nous sommes minoritaires chez nous. Cet équilibre-là devait permettre justement aux Kanaks de pouvoir accéder à plus de responsabilités au niveau du pays. Aujourd'hui, avec cet accord de Bougival, en fait, c'est une régression. C'est quelque chose qui va, encore une fois, nous amener à être dépendants des autres. Alors que quand on est indépendantiste, on veut prouver qu'on est capable de gérer un pays, qu'on est capable de gérer des institutions. Et aujourd'hui, avec cet accord, le FLNKS, il n'est pas d'accord par rapport à cela, parce que c'est comme si on revenait plus de 40 ans en arrière. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que il faut qu'on ait le maximum de soutien et un grand élan de solidarité, notamment sur le sol français, ici, sur le sol national, pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent comprendre la situation de la Kanaki. On est un petit peuple, mais on aspire depuis des années à pouvoir être parmi le concert des nations et parmi les peuples libres. Et on essaye justement d'emmener, de pouvoir diffuser un grand max à tout le monde pour que les gens puissent justement se saisir de la question de la lutte du peuple kanak. Et c'est en ce moment que tout se joue à Bougival avec le ministère des Outre-mer. Vous n'êtes pas invité à négocier? Le FLNKS a décliné l'invitation. On a deux partis politiques indépendantistes qui sont dans les négociations.
donc le PALICA, le Parti de Libération Kanak, et l'UPM, l'Union Progressiste en Mélanésie. C'est leur choix parce qu'ils ont été consulter leur base lors de leur dernier congrès. Aujourd'hui, c'est très difficile pour le FLNKS de s'inscrire dans cet accord de Bougival parce que, comme je l'ai dit, les termes ne sont pas bons du tout. La difficulté, c'est que dans la communication de l'État français, à la base, quand les personnes ont signé ce papier, pour nos représentants du FLNKS, l'idée était de signer ce document qui était un document d'une feuille volante, quoi, et de pouvoir consulter la base, ramener les informations qu'ils ont eues lors de ces 10 jours de négociations et de pouvoir ensuite revenir pour dire ce que voilà, la base aura décidé. Après ces signatures-là, le ministre Valls prend la parole et déclare que c'est un accord historique. On voit très bien la stratégie de communication et justement la guerre de communication qui est en train d'être menée, aussi bien par l'État français ou la droite locale, donc les personnes qui veulent le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, et le FLNKS qui est en face d'eux. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le FLNKS est là, des mobilisations pacifiques par le biais de sitting est en train d'être menées actuellement dans le pays. Mais voilà, c'est surtout de rappeler à M. Valls que aucun accord n'a été signé en Kanaki sans le mouvement de libération. Et aujourd'hui, sous le prétexte qu'il y a 2 partis politiques, certains croient qu'ils peuvent décider de l'avenir du pays sans le FLNKS. Il faut simplement rappeler que le Front de Libération Nationale Kanaki Socialiste, c'est le seul mouvement de libération qui est reconnu au niveau international. Vous avez donc l'impression que Valls et l'État français cherchent à forcer un accord, si je comprends bien, sans vous. Comment vous vous mobilisez face à ça ? Je pense qu'il y a l'enjeu qui est en train d'être mené au pays. Il y a nos camarades du FLNKS qui sont sur le terrain ou qui sont au bureau politique, qui font le travail en Kanaki. Pour nous qui sommes ici actuellement en métropole et notamment pour tous nos relais, nos soutiens, nos élans de solidarité, tous les mouvements en France et les partis de gauche, ils peuvent nous aider également dans le fait qu'ils ont des parlementaires. Aujourd'hui, on sait que le ministre va essayer de faire passer ce texte au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le Conseil d'État qui est déjà convoqué pour le report des élections provinciales. Donc moi, je pense que ce que tout citoyen français peut faire, c'est déjà de pouvoir se rapprocher du collectif Solidarité Kanaki ici en France pour voir justement comment pouvoir organiser une mobilisation à l'échelle nationale. Il serait bien également de pouvoir avoir des relais dans chaque ville de France pour parler justement de la question de la lutte du peuple kanak. Il faut vraiment pouvoir conscientiser la population française. Pour nous, l'accord de Bougival, c'est fixer la Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc comment peut-on dire que nous sommes souverains ou indépendants si nous sommes toujours ancrés dans la France? Il faut qu'on réussisse à un moment donné, que la France puisse réussir justement à décoloniser. Je veux dire, on a 162 ans de colonisation. Aujourd'hui, on a l'opportunité et on peut donner l'opportunité à un État comme la France de pouvoir sortir par le haut. Si au pays, l'État français reste sourd à nos revendications, nous avons espoir qu'ici en France, avec votre aide à tous, on pourra avancer dans notre lutte. Allez, on écoute, on rate pas. On est sur la radio commune, en direct de la Clé des Ondes, à l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités, du 23 au 26 août. Bien oui, vous êtes toujours sur Radio Commune, donc en direct de Talence, où se poursuit l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités. Et le prochain sujet, eh bien, c'est notre ami Gérard, ici présent, qui va vous le présenter, l'animer avec ses invités. On va parler d'exil et de politique répressive de l'État français. Voilà. Ouais, on va pas parler de choses très marrantes, oui, mais bon. malheureusement Ouais. complètement d'actualité. Mais alors, déjà,
ça ne veut pas dire que nous soyons désespérés, tout au contraire. Nous sommes en vraie lutte, en vraie bagarre pour que les choses s'arrêtent du point de vue, parce que c'est le sujet du point de vue de la maltraitance des étrangers dans ce pays, qui sont les étrangers qui sont tour à tour boucs émissaires, sur lesquels on colle absolument tout et n'importe quoi, indésirables. Et désormais, je pense que le mot est adapté, ils sont désignés comme des ennemis intérieurs à qui il faut faire la guerre. Alors c'était d'ailleurs le thème du module organisé par la CIMAT 33, MDM d'Aquitaine et le réseau Éducation sans frontières, auquel j'appartiens cet après-midi. Et parmi les participants, il y avait une personne qui est ici à mes côtés, qui est restée pour nous parler de ça, de ce rendez-vous, mais pour nous parler plus globalement de la situation des étrangers qu'il connaît bien parce qu'il est militant. Il y aura également avec nous une autre personne militante, mais qui va nous parler des étrangers, mais qui va aussi nous parler, ça fait partie du problème, on peut dire, et qui va nous parler des soutiens qui, eux aussi, sont très ennuyés. Et on attend également une autre personne, Adeline Grippon, de Médecins du Monde Aquitaine, qui doit nous rejoindre, qui va nous parler plutôt de santé, et là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer par vous, Nayan Kiang, vous êtes président de l'association Solidarité Asie-France, vous êtes à Paris, et vous êtes aussi auteur de 2 livres, vous êtes dans 2 livres que vous avez écrits en bengali, c'est-à-dire la langue du Bangladesh, et écrit en français, et vous êtes enseignant à l'université de Marne-la-Vallée, je crois. Et vous êtes intervenu durant ce module parce que vous êtes vous aussi très en colère, on va dire, contre cette maltraitance qui s'organise autour des étrangers, maltraitance que vous vivez d'ailleurs vous-même dans votre chair. Oui, exactement. Ce qui se passe avec les migrants, c'est qu'avec les sans-papiers en France, ce n'est pas acceptable. Je peux vous citer plein d'exemples. Dans un premier temps, on peut dire que les rendez-vous à la préfecture ou à l'office, c'est des mois et des mois d'attente, même après avoir déposé un dossier solide et complet. Des personnes, une fois avoir déposé, ils espèrent avoir une réponse plus rapidement possible. Tandis que je connais, et dans notre association, il y a des personnes qui sont là en attente depuis des années et des années, donc plus de 24 mois. Une personne qui attend. Imaginez une personne qui a déjà attendu 3 ans, voire 5 ans pour déposer le dossier. Maintenant, il doit encore attendre. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres façons aussi de formes de maltraitance. Par exemple, les familles qui sont là avec leurs enfants, les enfants qui sont nés en France, tandis que leurs parents, ces enfants-là, n'ont pas les papiers nécessaires pour vivre en France. Tandis que les parents travaillent, les enfants vont à l'école, tandis qu'eux, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres personnes. Comment on peut accepter dans un pays où on considère que l'humanité, c'est liberté, égalité, fraternité, il y a aussi l'humanité en France. Est-ce que c'est réellement le cas ou pas, ou seulement c'est à l'écrit qu'on dit que la France est un pays de droits de l'homme et de l'humain? Et aussi, donc on a l'impression que ce sont des personnes qu'on est en train de les invisibiliser parce qu'on ne les voit pas. Quand on a besoin de ces personnes-là, on les utilise et par la suite, on les oublie. Et tandis que les personnes étrangères, ils cotisent quand ils travaillent, tandis qu'en réalité, ils n'ont pas d'autres avantages que n'importe qui d'autre. Et aussi, il ne faut pas oublier, comme j'avais dit dans l'atelier, que ce sont ces personnes-là, les étrangers, les sans-papiers, ce sont ces personnes qui ont travaillé durant la crise sanitaire. Et aussi, tandis que ces personnes-là n'ont pas été remerciées, n'ont pas eu plus de salaire que les autres personnes, tandis qu'ils ont pris le risque d'aller au boulot et les autres, ils étaient chez eux tranquillement. Et aussi un autre exemple, pendant les JO pour la construction des stades et aussi des bâtiments,
Ce sont les sans-papiers, ce sont les immigrés qui ont travaillé. Et il y a eu des morts aussi dans les chantiers. Tandis qu'il n'y a personne qui en parlait, même les médias n'en parlent pas. Pourquoi on ne les parle pas? Parce que ce sont des étrangers. Donc, une vie d'une personne étrangère ne compte pas pour ces personnes-là. On a cette impression. Tandis qu'en réalité, ça doit être le contraire. Parce que ce sont ces personnes-là qui ont vécu, qui ont traversé, qui ont vécu en quelque sorte des misères. Donc, si on les accueille d'une manière plus noble et aussi plus respectueuse, dans ce cas-là, ça peut être un avantage pour la France. C'est un atout pour la France parce qu'une personne, par exemple, je peux citer mon cas aussi, je suis venu à l'âge de 10 ans, donc je parle 5 langues. Et maintenant, j'enseigne à l'université aussi, j'essaie d'aider aussi avec mon association. Et quand je travaille, je cotise. Est-ce que je cotise pour mon pays, au Bangladesh? Non, je cotise pour la France. Donc, il faut voir aussi les côtés, les points positifs, non pas les points négatifs. Et par exemple, je peux citer aussi un autre exemple que j'avais cité. Donc, les personnes qui sont expulsées de la France, donc ils ont cotisé durant toutes ces années. Donc, toutes ces cotisations, c'est qui va bénéficier? Ce sont les Français. Ce ne sont pas ces personnes-là. Ce ne sont pas la famille de cette personne qui va bénéficier. Donc, au lieu de les invisibiliser, il faut les aider afin de les mieux intégrer. Et aussi, quand je parle de l'intégration, par exemple, Rotaillot, il parle de l'intégration en France. Bien sûr, il faut savoir parler bien français pour acquérir un titre de séjour ou voir la nationalité. Tandis que si on ne donne pas les moyens nécessaires pour bien intégrer, comment cette personne peut arriver? Par exemple, pour apprendre la langue française, il y a combien d'associations qui proposent des cours de français? Il y a combien de structures qui proposent les cours de français? Et une personne qui a obtenu, par exemple, un titre de séjour salarié, il doit seulement suivre 600 heures de cours de français, voire moins. En 600 heures, est-ce qu'on peut apprendre une nouvelle langue? Non, jamais. Oui. Et par exemple, toute dernière chose, la langue française, c'est une des langues les plus difficiles à apprendre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on écrit d'une manière, on prononce d'une autre manière. Et là aussi, tandis que toutes ces personnes-là qui sont en France, ils essayent d'apprendre une nouvelle langue. Et une fois quand on est enfant, c'est plus facile d'apprendre, tandis que si on est adulte, c'est un petit peu difficile. Donc, bon, magnifique plaidoyer. On va envoyer tout ça à Monsieur Rotaillot, je sais pas. En tout cas, là, vous nous avez bien armé un argument contre tous ceux qui nous déversent à longueur de temps des propos et des propos, voire des actes très négatifs sur les étrangers. Alors, on va se tourner maintenant vers Adeline Grippon, qui est coordinatrice régionale à Médecins du Monde Aquitaine. Et alors, vous étiez, vous aussi, sur ce module cet après-midi, et la situation est vraiment grave. Peut-être que tu as envie de nous parler en particulier de la situation au regard de la santé, parce que là, les enjeux sont terribles. Oui, bonsoir. En effet, au niveau de la santé, on voit que c'est pour avoir déjà la santé en France, c'est de plus en plus compliqué pour l'ensemble des gens qui vivent en France. On voit que le système se dégrade, qu'il y a de moins en moins de moyens pour l'hôpital. Et alors, quand on est non francophone, et ça se complique encore plus, parce que l'accès à l'interprétariat est à un niveau zéro, et même quand il existe, on n'est pas au courant. Ce qui est le cas, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, tous les médecins traitants tous les médecins libéraux pourraient utiliser l'interprétariat. Il est payé par l'Agence régionale de la santé, mais personne n'est au courant. Donc forcément, les personnes non francophones qui vont arriver chez un médecin ne vont pas avoir la possibilité d'exprimer dans leur langue maternelle leurs difficultés. Et puis, il y a une difficulté qui se rajoute aussi, c'est tout simplement celle des droits. C'est-à-dire qu'en France, comme tout pays, les soins ne sont pas gratuits. Il faut forcément que quelqu'un paye. Et donc, quand on est français, on a droit à la sécurité sociale. Et c'est la sécurité sociale qui va payer les soins aux médecins, à l'hôpital. Et donc là, c'est le parcours du combattant. En fonction de son statut administratif, on ne va pas avoir accès aux mêmes droits. Et même quand on a des droits, ça devient compliqué. Si je prends l'aide médicale d'État aujourd'hui, c'est très compliqué de l'obtenir. Et donc on a, sur les personnes éligibles à l'aide médicale d'État, on a plus de 80% qui n'ont pas de droit ouvert.
Donc en réalité, il n'y a que 20% des gens qui utilisent leurs droits. Et même une fois qu'on l'a, il y a une nouveauté qui depuis une petite année, c'est une carence. C'est-à-dire que pour avoir le panier de soins complet, pour avoir accès à l'ensemble des soins possibles à l'aide médicale d'État, il faut attendre 9 mois. Ce qui est un non-sens, en fait, en santé publique. Parce que ça veut dire qu'on attend que les gens soient vraiment malades pour les soigner. Donc en économie, mais aussi en santé publique, c'est-à-dire pour le bien-être de l'ensemble de la population, c'est un non-sens. Et donc il faut vraiment avoir un appui, parce qu'autrement seul, c'est impossible de remplir ces documents pour avoir des droits après. Et alors après, du côté de ceux qui nous gouvernent, il y a un entêtement absolument invraisemblable. Déjà, la préparation de la loi dite Darmanin, qui a été votée en janvier 2024, déjà, dans la préparation de la loi, il y avait cette envie de ne pas protéger les étrangers au regard de la santé. Déjà, on voulait faire ce marqueur. Hein. Je crois que c'est vraiment vécu comme un marqueur. Bon, on va vraiment les mettre en difficulté, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas accès à la couverture de santé. Et une des dernières déclarations de Retailleau cet été, c'est dans le même sens. J'espère que c'est pas ton enfant qui pleure. La question que je me pose, mais je vois que Baptiste est parti. Ouais. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est que cette obsession de ces hommes politiques bien protégés d'aller vers des déclarations aussi incroyables, aussi graves, de dire votre santé, on en a rien à foutre. Il va falloir que je... en fait, c'est vraiment une action politique. On voit que le gouvernement fait un appel à l'extrême droite. En fait, supprimer l'aide médicale d'État comme ils le revendent, en fait, c'est strictement débile. C'est une aide médicale qui ne coûte pas cher au regard de l'ensemble des dépenses. Et alors, si on compare à d'autres dépenses comme à l'armement, c'est même incomparable. Et en plus, c'est comme je dis, c'est un principe de santé publique. On ne peut pas arrêter de soigner une partie de la population, sinon on met à risque l'ensemble de la population. Et puis après, on parle des urgences qui sont débordées. Mais en réalité, si les gens n'ont pas accès aux soins, ils vont finir où ? Aux urgences. Parce que les médecins des urgences, ils ne vont pas laisser mourir les gens. Ils vont les soigner. Mais après, évidemment, personne ne pourra payer la facture. Et donc là, il y aura des impayés pour l'hôpital et on met l'hôpital en faillite. Donc supprimer l'AME, c'est juste un appel politique pour faire de la concurrence à l'extrême droite. Mais il n'y a aucun intérêt, ni économiquement, ni en termes de santé publique. Et c'est une catastrophe. Alors, Médecins du Monde, nous, on milite pour supprimer l'AME, mais pour que tout le monde ait la sécurité sociale, pour arrêter de faire des régimes différents et qui coûtent plus cher aussi d'avoir différents régimes. Et on aimerait que tout le monde ait accès à la santé de la même manière. Ouais, d'accord. Et on va terminer, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire avant de rejoindre ton enfant. Non, une jolie transition, justement, militance et vie de famille, c'est pas toujours très simple à faire, et là on a le bon exemple, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, alors notre troisième invité ce soir, c'est Barthélémy Mottet. Et alors il vient du Pays Basque, il habite à Cibourg et il est militant à l'association J'accuse. Et alors, il va nous parler de pas mal de choses très intéressantes de ce qui se passe là-bas. Et par quoi on pourrait commencer, Barthélémy ? Par le fait que au mois d'octobre prochain, le 7 octobre à Bayonne, va s'ouvrir un procès contre des militants qui ont trouvé une solution pacifique pour donner un coup de main à ces migrants qui prennent tous les risques pour passer la frontière. Nous sommes donc à la frontière entre la France et l'Espagne côté Pays Basque, entre le Pays Basque du Nord et le Pays Basque du Sud. Ils prennent tous les risques à tel point que depuis 2018, 9 morts. On compte déjà 9 migrants morts, soit qui se sont noyés dans la Bidassoa, qui se sont retrouvés également au milieu de la voie de chemin de fer et qui ont été tués, et un aussi qui s'est suicidé sur ces lieux de passage qui sont devenus comme ça des lieux mortels. Alors, ces militants, ils vont être jugés pourquoi ? Ils vont être jugés pour avoir participé à une action de désobéissance civile, une de plus, parce qu'ils en avaient déjà mené plusieurs, et ils vont être jugés pour simplement avoir aidé des personnes à avoir un parcours de migration en sécurité. En fait, à Bayonne, il existe un centre d'accueil public, financé, payé par la communauté d'Aglo Pays Basque,
à hauteur de, je crois, 800 000 euros par an, donc c'est pas rien, et qui permet à toutes les personnes en situation de migration d'avoir 3 jours pour dormir, manger, trouver des vêtements, interagir avec les associations d'aide aux migrants qui sont à côté. Le problème, c'est que ce centre, il est à Bayonne et que ces migrants, ils passent la frontière à Hendaye. Et entre Hendaye et Bayonne, il y a 30 km. Il y a la route, il y a le chemin de fer, donc tu l'as dit, il y en a qui sont morts en voulant traverser à la nage le fleuve, la Bidasoa qui sépare Irun et Hendaye. Et en fait, la réalité au Pays Basque, c'est que quand vous marchez dans la montagne, vous pouvez tomber sur une patrouille de l'armée qui est là, au cas où il y a des migrants qui tentent de passer par la montagne. Quand vous prenez le bus, vous pouvez avoir un contrôle inopiné dans le bus de la police, qui est toujours aux mêmes arrêts. Quand vous passez le pont Avenida à Hendaye, entre Irun et Hendaye, moi qui suis blanc et qui parle français, je passe tranquillement. Nayan, je suis pas sûr que tu passes tranquillement, par exemple. Voilà, quand on voit les trains qui arrivent à Hendaye, s'il y a que des blancs qui descendent du train, il n'y a pas de contrôle de police. C'est pas pareil quand il y a d'autres personnes. Tout ça pour dire que donc en mars dernier, il y a tout un collectif d'associations, d'organisations syndicales, d'organisations politiques qui ont décidé de mener une action de désobéissance civile, en fait en profitant du fait qu'une course en faveur de la langue basque traverse la frontière. Donc c'est une course relais qui s'appelle la Corica, qui court nuit et jour pendant 10 jours dans tout le Pays Basque, au nord comme au sud, et donc qui forcément, fatalement, à un moment traverse la frontière. Et donc on s'est dit, on va profiter de ce passage de la frontière où il y a beaucoup de monde, hein, c'est des centaines de personnes qui courent à ce moment-là pour passer d'Irun à Hendaye, pour proposer, pour informer des migrants qu'à ce moment-là, ils ont une possibilité de passer en toute sécurité, sans passer par le fleuve, sans risquer de se faire arrêter. Donc, ils ont couru avec les centaines de personnes qui couraient là ce jour-là, et une fois qu'ils ont eu traversé la frontière, il y a des militants qui les ont transportés dans leur voiture jusqu'au centre d'accueil à Bayonne en toute sécurité. Donc ce jour-là, il y a au moins 36 personnes, nous dit la préfecture, qui sont arrivées en bonne santé, en sécurité, des hommes, beaucoup de femmes, pas d'enfants ce jour-là, mais ça peut arriver qu'il y en ait. Et donc, on n'a pas fait que ça, parce que ça se fait tous les jours en fait. Tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines de migrants qui passent la frontière, et tous les jours, il y a ce qu'on appelle les solidaires chez nous, qui les prennent dans leur voiture et les amènent jusqu'à Bayonne, ou jusqu'où ils veulent, mais enfin voilà, qui les aident. Sauf que ce jour-là, nous, donc 2 semaines après, on l'a revendiqué avec une conférence de presse, avec une vidéo qu'on a tournée le jour J, le jour de l'action, qu'on a rendue publique. Et donc, il y a eu 7 militants, donc uniquement ceux qui apparaissent dans la vidéo et qui parlent, qui sont inculpés pour d'avoir ces aides à l'installation et au séjour de personnes en situation régulière en bande organisée. Et ce côté de en bande organisée est un facteur aggravant, donc qui risque quand même assez gros. Et donc on a monté une campagne donc, à travers ce collectif J'accuse, qui en fait n'a pas d'existence légale, c'est juste un collectif d'organisation. J'accuse pourquoi ? Parce qu'on retourne l'accusation qui est faite à ces 7 militants et militantes envers l'État français qui impose des politiques migratoires qu'on estime comme étant meurtrières, puisqu'elles ont déjà fait au moins 9 morts au Pays Basque, mais c'est que au Pays Basque, hein, ces politiques elles s'appliquent partout ailleurs aux frontières de l'État français. Et donc on retourne cette accusation, et plutôt que de passer par la traditionnelle pétition dont on est tous abreuvés continuellement, on est passé par une modalité d'action qui est l'auto-inculpation. En fait, on propose aux gens qui veulent soutenir de remplir un document attestant que eux aussi ils étaient là ce jour-là à la Corica, eux aussi ils ont aidé à participer, même si c'est pas vrai, que eux aussi ils accusent l'Europe, l'État français de mener une politique répressive et meurtrière, et qu'eux aussi, elles aussi, sont solidaires des militants qui sont inculpés. Ça n'a pas de valeur légale en soi. Par contre, ça a une très forte valeur politique pour nous, parce qu'on a aujourd'hui 3500 personnes qui ont signé ça et qui estiment que s'il faut inculper ces 7 personnes, il faut inculper 3500 autres personnes qui ont signé. Donc j'invite tout le monde à la signer ici. Vous en avez sur le stand de Solidaire, de la FSU, du CRID. Et voilà, il suffit de les renvoyer par mail complété. Et rendez-vous le 7 octobre, si vous le pouvez, devant le tribunal de Bayonne, pour les soutenir. Ouais, c'est un très gros rendez-vous, hein, parce que c'est aussi, on va voir, là c'est le procès aussi de délit de solidarité. Hein, et
qui normalement, récemment a été confirmé le fait qu'il n'y avait pas de délit de solidarité quand il y a une aide humanitaire. On va voir. Et je pense que c'est un rendez-vous très très important. En effet, dans les bagarres qui nous tiennent tous pour soutenir, accompagner les étrangers qu'on traite comme des ennemis intérieurs, encore une fois, c'est très très important ce procès. Voilà, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup à nos invités d'être restés jusqu'à maintenant, d'être venus jusqu'à nous sur ce plateau radio. Et je te redonne la parole, Patrick, parce que, en fait, tu vas lancer un reportage qui a à voir aussi, parce que quand on a très maltraité et quand on cherche toujours à plus maltraiter, il y a la solution entre guillemets, de l'enfermement. Tout à fait. Donc, cette solution de l'enfermement, comme je pense les auditeurs et les auditrices fidèles de la Clé des Ondes le savent, malheureusement, elle est intensément pratiquée. On va revenir donc sur l'interview de Pauline Michevant de Politis qui animait hier un atelier justement sur les centres de rétention. Bonjour à tous, donc nous sommes avec Pauline Michevant, qui était là aujourd'hui pour animer un atelier sur les centres de rétention et d'une manière plus générale sur la répression contre les étrangers. Bonjour Pauline. Bonjour, ravie d'être ici. Donc Pauline, tu es chargée entre autres de la rubrique Société au sein du journal Politis. Première question, c'est l'intérêt évidemment de Politis d'être présent à cette université d'été et sur l'atelier que tu animais notamment dans la journée. Pour nous, c'est important d'être ici parce qu'en tant que média indépendant, on traite beaucoup des luttes et des mobilisations au niveau local. Et en l'occurrence, je fais pas mal d'enquêtes sur les centres de rétention administrative. Et il y a plusieurs collectifs qui sont présents aux universités d'été qui se battent contre les CRA qui sont soit déjà construits, soit en construction. Il y a également des personnes de collectifs de sans-papiers qui sont confrontés directement à cette question, qui sont là. Donc ça permet d'avoir des échanges entre nous, de se donner des informations, de partager des expériences qu'on a eues pour informer les gens qui viennent voir les conférences, et aussi pour nous se connaître et pouvoir faire des choses ensemble plus tard. Alors, s'agissant des objectifs de Politis, j'ai noté donc dans le déroulé que pour Politis, la question des migrations, c'était un fil rouge éditorial. Deuxième point que vous annonciez, c'était que le sujet des CRA était mal connu, mais que c'est un outil de répression assez puissant. Et alors, dernière question qui est peut-être un peu plus polémique, entre guillemets, c'était que c'était une sorte d'impensé de la gauche. Cette question des migrations et de la répression contre les migrants. Alors, impensé, c'est peut-être pas forcément le terme, mais en fait, il faut savoir que les CRA, ils ont été créés en 1981, donc sous François Mitterrand. Donc, c'est le Parti socialiste qui a légalisé une pratique qui existait de façon illégale avant, notamment à Marseille, où il y avait un hangar, le hangar d'Arinque, où étaient enfermés les Algériens et les Tunisiens, qui étaient ensuite directement mis dans des bateaux pour être expulsés de France. Et donc, la gauche a une histoire compliquée avec les CRA. C'est aussi sous Hollande que la durée de rétention a été augmentée. Et aujourd'hui, on voit que l'extrême droite et la droite du gouvernement est à fond sur ce sujet. Au moindre fait divers, c'est l'occasion de proposer des lois pour augmenter les délais de rétention, pour remplacer les associations qui interviennent actuellement dans les CRA par des agents de l'OFI qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Mais qu'à gauche, il y a peu de positionnement public et clair sur ce sujet. Et notamment, il y a très peu d'élus qui se positionnent pour la fermeture de ces centres qui, on le rappelle, en fait, c'est des centres où sont mis les personnes sur des décisions administratives, donc des préfectures. Et donc, c'est pas du tout lié à des délits pénaux ou à une infraction de la loi. Et c'est des centres qui sont dédiés aux étrangers, donc dont on peut questionner l'existence même. Oui, justement, je rappelle que tu avais fait un dossier sur les CRA, notamment sur Politis, et dans un article qui est paru dans un numéro de Politis de février, tu rendais compte de la visite que tu as faite donc au CRA de Vincennes, et tu accompagnais donc la sénatrice Anne Souiris, et qui, elle, c'est une sénatrice de gauche, entre guillemets, mais effectivement, elle semblait quand même assez retournée par la visite qu'elle a effectuée avec toi. Tu penses que effectivement, ça peut être un point d'appui pour qu'au sein de la gauche, il y ait un peu plus de pression pour que des parlementaires visitent aussi les CRA
Anne Souris, elle est très mobilisée sur tout ce qui est les questions d'enfermement, que ce soit prison ou CRA. Et en fait, nous, les journalistes, on peut rentrer dans les CRA que si on accompagne des élus. Donc, on a besoin des élus de gauche. Mais c'est vrai que, par exemple, Antoine Léaumont, le député LFI, avait visité un centre de rétention administrative et il avait parlé en premier lieu des conditions de travail de la police. Et souvent, à gauche, il y a un discours réformiste pour dire qu'il y aurait des façons d'améliorer les conditions de rétention et qui ne questionnent pas vraiment ce système d'enfermement des étrangers. Et aussi dans une perspective électoraliste, car vu la montée des idées d'extrême droite, ça peut sembler un pari risqué d'affirmer l'importance des droits humains fondamentaux et le fait qu'il faut lutter contre ces centres. On voit que par exemple à Nantes, il y a une lutte contre le CRA qui est en construction. Donc Nantes, c'est une ville qui est dirigée par le PS, par Johanna Roland, qui vient seulement d'exprimer son opposition au CRA, mais après des mois et des mois où la position n'était pas vraiment très claire. Et en fait, là, le CRA va être construit. Donc les collectifs, notamment il y a le collectif Colère là, qui lutte à Nantes contre le CRA. On estime que c'est assez tardif. Tous les collectifs qui luttent à Nantes ne peuvent pas se satisfaire de cette position. Donc c'est vrai que la situation est un peu compliquée, mais il y a de plus en plus de collectifs qui luttent. Et à Bordeaux, localement, à Mérignac, donc il y a un CRA qui existe déjà sous l'hôtel de police, où il n'y a pas de lumière naturelle puisque c'est dans un sous-sol. Et la seule lumière à laquelle ont accès les gens quand ils sont dans la cour, c'est via le parking de l'hôtel de police. C'est un CRA de 20 places. Et là, il y a un méga CRA qui va être construit, dont la construction a peut-être déjà commencé à Mérignac, qui va accueillir 120 personnes, des femmes et des hommes. Et une des intervenantes de la table ronde a expliqué que même si la construction du CRA a commencé, il y avait des enjeux pour se mobiliser une fois que le CRA serait effectif, notamment parce qu'il va y avoir une annexe du tribunal dans le CRA et que donc les audiences pour prolonger la rétention vont avoir lieu non pas dans un tribunal comme tout le monde, mais dans le CRA qui est non accessible en transport, etc. Donc il y a tout un truc c'est un système caché en fait. Enfin, il y a tout un système qui fait que les vécus des personnes qui sont en CRA est invisibilisé et caché sciemment. Et donc c'est important de se mobiliser sur cette question et de s'informer sur ce qui se passe à l'intérieur de ces centres. Justement, j'allais te poser la question, puisqu'on est à Bordeaux, la question évidemment du CRA de Mérignac, donc comme tu y as répondu, mais justement, puisque tu étais effectivement dans cet atelier avec par exemple des gens de la CIMAD aussi, ouais, et notamment des copains de la CIMAD Bordeaux, donc comme tu viens de dire, tu penses qu'il y a quand même une perspective pour mettre la pression sur les conditions et l'existence de ce CRA de Mérignac? Ils avaient l'air de dire que que ce serait difficile d'empêcher la construction du CRA, mais par contre, il y a toujours un travail à faire et qui a historiquement été fait par les associations qui interviennent dans les CRA, les collectifs de sans-papiers, les collectifs autonomes, de visibilisation de ce qui se passe dans les CRA, pour sortir des témoignages, pour assister aux audiences de rétention qui souvent sont des audiences expéditives, c'est-à-dire que des juges décident en quelques minutes si une personne reste dans les CRA ou pas. Donc il y a tout un enjeu de visibilité qui est important à porter au niveau local et dont il est important de se saisir. Donc Politis à fond pour continuer à mettre en exergue effectivement cette politique de répression des étrangers à l'intérieur de ces fameux centres. Oui, c'est nécessaire surtout qu'en fait, il y a surtout l'extrême droite qui écrit sur les CRA, les obligations de quitter le territoire français. On est à un niveau où ça devient même pas choquant qu'une personne soit désignée comme un OQTF, c'est-à-dire par sa situation administrative. L'extrême droite, dès qu'il y a un fait divers qui implique une personne ayant une OQTF, s'en saisit pour répandre son racisme. Donc il y a un enjeu à ce que la gauche se saisisse sérieusement des questions politiques qui sont posées par la politique administrative et pénale de la France envers les étrangers, sur la question des expulsions. Bien, écoute, Pauline, merci à toi, merci d'être venue faire partager donc cet objectif de lutte contre les CRA et contre l'oppression des étrangers. Et bonjour à Politis à Paris alors. Merci à l'UMSS pour l'invitation, c'était un plaisir.